Tom et son ami Huck ont décidé de se lancer dans de grandes aventures. Ces deux jeunes garçons se sont enfuis de chez eux pour s'installer dans une île déserte, mais pas très éloignée puisqu'elle est située au milieu du Mississippi, juste en face de la petite ville où ils habitaient. Ils vivent là comme deux Robinson. Mais une nuit, Tom revient en cachette pour écouter aux fenêtres et juger de l'effet qu'a produit leur disparition. Il apprend ainsi qu'on tient les deux garçons pour morts et qu'un service funèbre sera célébré dimanche pour le repos de leur âme. Si bien que le dimanche suivant, juste au moment où le pasteur prononce leur oraison funèbre, Tom et Huck apparaissent soudain dans l'église. Pour eux, c'est le triomphe. En outre, ils croient que Joe l'Indien, l'assassin dont ils ont peur, s'est noyé et que ce pauvre Muff Potter, qui est innocent, pourra être libéré. Et Tom pourra éblouir la petite Becky, dont il est amoureux. Tom, qui est orphelin, est élevé par sa tante Polly, et celle-ci est bouleversée par son retour et par tout ce qu'il raconte. Mais Sid, le petit frère de Tom, est plus méfiant. Oui, en somme, c'est uniquement pour t'amuser que tu as fait tout ça, n'est-ce pas? Tu n'as pas songé une minute à la peine que tu nous faisais à ton petit frère et à moi. Oh, ma tante, je l'ai pas fait exprès, vraiment. En tout cas, j'ai rêvé de toi. C'est tout de même quelque chose, non? Oh, c'est mieux que rien, peut-être. Mais je ne trouve pas que ce soit une excuse. Je peux savoir de quoi tu as rêvé? C'était pendant la nuit de mercredi. La veuve Douglas était là. Oui, elle était à la maison. Elle était assise là, et toi, là où tu es maintenant. Sid était là, et il avait Suzy sur les genoux. C'est vrai, mais oui, tout ça a été exact. Et qu'est-ce que tu as rêvé encore? Beaucoup de choses, mais je me souviens plus très bien. C'est très vague dans mon esprit. Allons, fais un petit effort, tâche de te souvenir. Tu as dit quelque chose comme... Ah, non, c'est vraiment trop vague. Tu parles trop vague. Ah, puisque tu te rappelles tout le reste, tu dois te souvenir de ça aussi. Allez, fais un effort, ça va certainement revenir. Ça y est, j'y suis, j'ai compris. Tu as cloué le bec de Sid et tu lui as dit qu'il arrête de dire du mal sur moi puisque j'étais mort. Tu es réellement extraordinaire. C'est exactement ce que j'ai dit. Continue si tu te rappelles la suite. Voilà que ça me revient. Monsieur mon frère a voulu rapporter. Je l'aurais giflé. En rêve, tu m'aurais giflé. Tais-toi et écoute. Tom, qu'est-ce qu'il y avait encore dans ton rêve? Attends. Ah oui, la veuve Douglas était partie et Sid aussi. Alors, tu as pris la lampe et tu l'as posée là, près de la fenêtre. Et tu as regardé dehors en poussant de gros soupirs. Dieu Tout-Puissant, est-ce possible une chose pareille? Voilà que vous avez choisi notre maison pour y accomplir un miracle. Aucun doute, tu as le don de double vie. Une vue perçante, en tout cas. Tais-toi, petit jaloux. Mais il y a quand même une chose qui m'intrigue, c'est pas dans la bordure. Et c'est moi qui ai encore trinqué parce que, soi-disant, j'avais encore marché dans le persil sous la fenêtre. Mais c'était pas moi et je l'ai dit tout de suite. Moi aussi, j'ai le don de double vue quand je suis caché la nuit devant la fenêtre et que je vois tout, que j'entends tout. Bluffeur, vassal, menteur que tu es. Tu as rapporté et je pouvais pas te flanquer de raclée. Mais maintenant, je peux. Attends. Oh, non, non! Oh, Sid! Non, non, voulez-vous finir? Arrêtez tous les deux, arrêtez, vous m'entendez? Je vais me fâcher. Oh, ça suffit! Tom! Oh, Tom! Sid! Ce dimanche mémorable était passé, une nouvelle semaine allait commencer. Mais il changea d'attitude. Le premier devoir d'un ressuscité est de se montrer grave, et même un peu distant. Oui, mais avec simplicité. Par exemple, il permettait à de plus jeunes que lui de l'approcher et de l'admirer à leur aise. Il se sentait dans sa nouvelle gloire comme un poisson, et il se demandait comment il avait pu se contenter si longtemps d'une petite vie obscure. Dis, Becky, c'est vrai que c'est à cause de lui que tu avais un mouchoir noir hier à l'église? Oui? Becky prenait des petits airs faussement modestes, mais elle était aussi fière que si elle l'avait ressuscité elle-même. Sûrement, il lui donnerait à mi-voix rendez-vous à midi comme autrefois. Mais voilà, Tom n'était plus le même. Adieu les amourettes. Il était entré dans l'âge des grandes aventures. En 37, naquit ancien, celui qui devait régner sous le nom de Néron. C'est dans un
Britannicus en 55, Agrippine en 59, Octavie en 62. Alors commença une ère de débauche et de tyrannie. Rien ne résistant plus à sa puissance et à sa cruauté. Un incendie ayant dévasté Rome en 64, il en accusa les chrétiens qu'il persécuta. Finalement, Néron s'enfuit et se fit tuer. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est l'écriture de Becky. Je ne rentre pas déjeuner, rendez-vous près du ruisseau comme avant-hier. Avant-hier? Mais voyons, avant-hier, il était encore noyé, où supposait-elle? Alors elle l'avait déjà remplacé? Ah, elle perdait pas de temps, celle-là. La colère lui monta à la tête. Qui ça pouvait-il être? Ce dandy stupide qui venait de Saint-Louis? Ou Joe Harper? Ou bien Dutchy, ce prétentieux qui apprend la Bible par cœur pour rafler tous les bons points? Le sentier près du ruisseau était leurs amoureux. Et Tom resta là 1 heure entière, à épier. Il n'avait plus le cœur à jouer, ni à rien. Il se dirigea tristement vers l'école. Becky, j'étais méchant avec toi aujourd'hui, très méchant. Je le regrette, je ne recommencerai plus jamais. Ne te fatigue pas, Tom Sawyer, car maintenant tout est fini entre nous. Tu peux le garder, ton Dutchy, ou ton Joe Harper, ton mannequin de Saint-Louis, cheval. Quand ils seront noyés, eux aussi, t'auras qu'à empêcher un autre. En tout cas, compte pas sur moi. Ayant fait. Pour elle, les ennuis n'étaient pas loin. La tentation était grande et vous allez comprendre pourquoi. Le maître d'école, M. Dobbins, avait rêvé dans sa jeunesse de devenir médecin. Et chaque jour, pendant l'étude, il tirait de son pupitre un livre dans lequel il se plongeait en silence. Mais le reste du temps, le livre restait sous clé. Aussi, vous pouvez imaginer que tous les élèves, filles et garçons, mouraient d'envie de savoir ce que contenait ce livre mystérieux. Tu espionnes à présent. Tu n'es qu'un seul espion et un faucheton, voilà. Comment voulais-tu que je sache que tu regardes des nus? Et un homme par-dessus le marché. Tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Jamais je n'aurais cru de toi une chose pareille. Oh non, ça jamais. Nous allons maintenant faire l'exercice de lecture d'aujourd'hui. Allez, commencez la lecture. Notre vraie doctrine, notre vrai drapeau est le spiritualisme. Cette philosophie aussi solide que généreuse, qui commence avec Socrate et Platon, et que l'Évangile a répandue dans le monde, que Descartes a mise sous les formes sévères du génie moderne, qui a été au XVIIe siècle une des gloires et des forces de la patrie, qui a péri avec la grandeur nationale au XVIIIe siècle, et qu'au commencement de celui-ci, M. Royer-Collard est venu réhabiliter. Qui a déchiré ce livre? Benjamin Rogers. C'est toi? Non, monsieur. Joseph Harper. Non, monsieur.
Et toi, Susan Harper? Hein? Regarde-moi dans les yeux. C'est toi? Oh non, monsieur. Gracie Miller. Non, monsieur. Alors, personne ne l'a fait, bien entendu. L'image s'est déchirée toute seule. Hein? C'est bien ce que tu veux dire. Rebecca Thatcher! Alors Tom oublia tout. La brouille, la jalousie, la colère. Il fallait sauver Becky. C'est moi, monsieur. Et le regard reconnaissant de Becky le poursuivit jusque dans ses rêves nocturnes. Entre elle et lui, tout s'arrangeait. Et d'ailleurs, tout s'arrangeait aussi dans l'affaire Muff Potter, puisque le vrai coupable avait probablement péri avec l'épave et qu'on allait pouvoir le dénoncer. Mais quand tout s'arrange trop bien, il n'y a plus d'aventure à l'horizon. Tom n'était qu'à moitié content. Hé, Tom! Tom! Hé, Tom! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Huck qui est dehors et qui miaule. Impossible de fermer l'œil. C'est pire qu'un vrai matou, tu l'entends pas? Fais pas tant de bruit, Huck. Qu'y a-t-il? Descends, c'est très important. Bon, attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il veut, Tom? Je sais pas, moi. Comment veux-tu que je le sache avant qu'il me l'ait dit? Et toi, si tu cafardes encore, tu reçois la plus belle raclée de ta vie. Tom, Joe l'Indien n'est pas noyé. Qu'est-ce qu'il vit, le salaud? Il est aussi vivant que toi et moi. Qui ne s'est pas noyé? Eh bien, Joe l'Indien, j'ai cru m'évanouir en voyant son cheval. Doucement, Huck. Qui as-tu vu? Je viens de te le dire, son cheval attaché devant le saloon. Mais lui, tu ne l'as pas vu, seulement son cheval. Ben non, puisqu'il est à l'intérieur. Et tu n'as même pas pensé à jeter un coup d'œil par la fenêtre? Ben, dans toute la région, il n'y a qu'un seul cheval comme celui de Joe. Eh bien, peut-être qu'il y en a deux maintenant, peut-être trois, peut-être plus, peut-être 100. T'avais qu'à regarder par la fenêtre. Mais non, c'est moi qui dois faire tout le travail. Allez, viens. Oh, zut, il était bien attaché ici, son cheval. Viens. Pour un coup dur. Et Muff Potter, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Qui? J'aurais dû y penser. À quoi? Joe l'Indien a conclu un pacte. Quel pacte? Quel pacte? Quel pacte? Est-ce que tu peux être bête par moment? Pas avec le président de la République, évidemment. Non, je te dis qu'il a conclu un pacte avec le diable. Alors, pas la peine de se fatiguer davantage? Contre un gars qui a un pacte, on peut rien faire. Muff Potter sera pendu, même si on fait des pieds et des mains. Pour Tom et Huck, Joe l'Indien fut désormais le diable personnifié. Un événement qui se produisit le surlendemain les avait confirmés dans leur opinion. C'était le 12 mai. Tous les gens du voisinage étaient venus pour écouter le discours de M. Wilkins, le sénateur. Finalement, M. Wilkins se fit excuser, ce qui ne chagrina personne. On s'amusa même beaucoup plus sans lui.
attention, voilà le vieux Boggs. Faites de la place pour le vieux Boggs. Place, alors écartez-vous, place, les amis. Je suis sur le sentier de la guerre, tel que vous me voyez. Et un bon conseil, achetez des cercueils. Les jours de fête, le vieux Boggs, après quelques whisky, se mettait à menacer tout le village. Il exterminerait tout le monde, pas d'exception, pas de pitié. Il y avait 20 ans qu'il nous faisait régulièrement son numéro, ce brave Boggs. C'était un vieux fou et un cœur d'or. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Voyez-vous, le dessert, c'est bien beau, mais d'abord le plat de résistance. Qu'est-ce que tu fais ici, Tom Sawyer? Il ferait mieux de te préparer à mourir. Je reviens, Tom. N'en ai pas pour longtemps. Hey! Joe l'Indien! Sors de là! Sors, vieille punaise! C'est toi le coyote puant que je suis venu chasser! Affreux chacal, sale détrousseur de cadavres! Il est temps qu'on s'occupe de toi, misérable, et celui qui va s'en occuper, c'est moi! Allez, Joe l'Indien restait impassible. Pourtant, chacun le savait, il était homme à se venger de la moindre offense avec une rare cruauté. Seulement, il savait attendre. Il n'en était que plus dangereux. Quelques amis de Boggs essayèrent de le calmer, rien à faire. Mais fichez-moi donc la paix! J'ai affaire à un lâche qui n'ose même pas bouger! Il va falloir que j'aille le débusquer! Bon, bah alors, vas-y! Hey! Regardez! Ça, c'est lui. Moi et mon chapeau, c'est ce salaud de Joe. Eh bien, mes amis, regardez bien. Vous allez voir comment je vais le traiter. Hey! 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 Tenez, voilà ce que j'en fais de Joe l'Indien. Hey! Bien, bravo, Bugs! Bien! Attention, le voilà! Te mêle pas de ça, idiot. Moins d'une heure après, tout commença. Il est bien crevé. Il est mort à force de courir. Il est devenu fou. Naturellement, Joe n'était pas loin. Chacun put établir le rapport. Vous allez voir que maintenant, Boggs ne va pas tarder. Un whisky. Écoute, Joe, tu sais que d'habitude, je refuse jamais de te servir ce que tu commandes, mais je crois que maintenant... Je sais bien que tu m'as jamais rien refusé. Et c'est pour ça que, gentiment, tu vas me servir un whisky. Il n'aimait pas les fusillades dans son établissement. Pour ce genre de sport, il conseillait à ses clients le plein air. Allez chercher sa fille, vite, c'est pas loin, elle habite chez les Perkins. Boggs! Je suis là, Boggs.
espèce de brute! Je vais te descendre! Boggs aurait-il réellement tiré? Ou bien n'était-ce qu'une menace en l'air, comme d'habitude? Toujours est-il qu'il avait saisi son arme le premier. Personne ne pouvait donc accuser Joe l'Indien. L'assassin! Il l'a tué! Il l'a tué! C'est un assassin! Tom et Huck ne le quittaient pas des yeux. Ils étaient comme fascinés. Il paraît que des Bibles placées ainsi avaient déjà provoqué des miracles. Ah, écoutez, vous avez assez vu. Nous, on n'a rien vu du tout. Tom se retira. Il n'avait pas envie d'être mêlé à cette bagarre. Quelqu'un déclara enfin qu'il fallait lyncher Joe l'Indien. Il faut le lyncher. Ils arrachèrent une corde à linge pour le pendre. Allez, il faut le pendre. Allez, amenez-vous, les gars. Écoute, on va bien rigoler. Allez, venez tous! On va le prendre! On va le prendre! Allez, venez! On va le prendre! On va lui faire une cravate. Allez, suis-moi! Cravate autour du cou. Allez, venez. Avec moi, là! Allez, Abattez la barrière. Abattez la barrière. Assassin! Assassin! On va te passer la corde au cou! On va te pendre. Assassin! Malheureusement, vous avez commis une erreur. Vous avez oublié d'amener un homme avec vous. Buck Harness a bien apporté une corde. Mais il n'a pas pensé qu'il vous faudra quelqu'un qui n'a pas peur, qui fasse le nœud, qui grimpe ici et me passe la corde au cou. Dommage que Buck Harness n'y ait pas pensé. Car tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de filer la queue entre les jambes et de vous cacher dans vos trous de souris. Allez, disparaissez! Et n'oubliez pas d'amener Buck Harness avec vous. Tom et Huck piquèrent un 100 mètres éblouissant. S'il n'a pas vraiment un pacte avec le diable, c'est qu'il est très copain avec le président des États-Unis. Comme ça, personne ne peut rien lui faire. T'as vu comme ils ont pris leurs jambes à leur cou? Un homme, ça court plus vite qu'un lapin. Je te dis que nous, on peut rien contre Joe. Rien du tout. On aurait dû rester dans l'île. On nous croyait au fond de l'eau. Ils ont pendu Meuf sans que ça soit de notre faute, puisque nous n'étions pas là. T'as donc pas pitié de Meuf? Oh si, tout le monde lui tape dessus, mais c'est un chic type. Il m'a réparé mon cerf-volant et il m'a montré comment on fixe convenablement un crochet à une ligne. Et des tas d'autres choses. Moi, il m'a donné une moitié de poisson un jour où je n'avais rien à manger. Et maintenant, on va le pendre pour un crime commis par Joe. Est-ce que tu comprends ça, toi? Non, Hucky. Tiens, à l'école du dimanche, ils ont de belles phrases comme « les bons seront récompensés, les mauvais seront punis ». Et qu'est-ce qui se passe ici? Le contraire. Moi, j'y comprends plus rien.